En janvier 2026, deux scènes se déclenchent avant même l'aube. À Adougou, une rumeur d'attentat avorte, puis la foule envahit les rues, bidons comme tambours et drapeaux usés, tandis qu'à Simonstown, des coques chinoises, russes et iraniennes déroulent Will for Peace 2026, faisant de l'Atlantique Sud un théâtre où le Sud global entre en scène et défie le monopole ancien. Que change pour le public cette synchronie quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté maritime? Entre terre et mer, l'ordre ancien craque et l'année accélère sans que personne ne puisse encore mesurer le prix de la tempête. Ce récit propose une clé de lecture précise. Comprendre pourquoi la mer est devenue en 2026 le nouveau champ décisif de la souveraineté et comment des événements apparemment disjoints ont produit un effet cumulatif. L'enjeu pour le spectateur est clair. Saisir ce qui se joue maintenant avant que les conséquences ne deviennent irréversibles pour les États, les entreprises et les sociétés civiles. D'un côté, des manœuvres navales présentées comme techniques, de l'autre, des mouvements populaires décrits comme spontanés. Pris séparément, ces faits semblent anecdotiques. Placés dans la même séquence temporelle, ils révèlent une recomposition rapide des rapports de force. Ce qui est en jeu dépasse la démonstration militaire. Il s'agit de routes commerciales, de chaînes logistiques, de monnaie d'échange et surtout du droit de décider sans médiation extérieure. Ignorer cette articulation, c'est risquer de mal interpréter les signaux faibles qui annoncent un changement structurel. La promesse est simple: relier les données, les gestes et les discours pour éclairer ce basculement, sans emphase inutile, mais sans en minimiser la portée. En une seule année, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a augmenté de 47%. Dans le même temps, le tonnage combiné engagé par les flottes du BRICS Plus lors des manœuvres de 2026 a dépassé 350 000 tonnes, soit près du double des exercices comparables organisés 5 ans plus tôt dans l'Atlantique Sud. Ces deux chiffres, pris ensemble, signalent un basculement qui ne relève ni de la communication ni de l'exception ponctuelle, mais d'une réorganisation mesurable des équilibres maritimes. Le contexte est essentiel pour comprendre la portée de ce glissement. Pendant des décennies, les mers ont fonctionné comme une frontière invisible, contrôlée par un nombre restreint de puissances capables d'imposer sanctions, inspections et coûts logistiques. Ce contrôle n'était pas seulement militaire, il structurait l'économie mondiale en conditionnant l'accès aux routes commerciales, aux assurances et au financement. La mer, sous couvert de neutralité, était un instrument de hiérarchisation. Ce qui change en 2026, c'est la synchronisation. Les exercices Will for Peace ne se limitent pas à une démonstration navale. Ils s'inscrivent dans une série d'initiatives coordonnées allant de la protection de convois énergétiques à des simulations de défense aérienne conjointe. 26 opérations communes ont été recensées sur quelques semaines entre bâtiments chinois, russes, sud-africains et iraniens, révélant une capacité de coordination construite en dehors des cadres occidentaux. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré interprète ces données comme des preuves, non comme des symboles. Pour lui, les pourcentages et les tonnages traduisent une volonté collective, celle de sécuriser des routes vitales sans dépendre d'une autorisation extérieure. Cette lecture explique pourquoi des événements terrestres, comme les mobilisations populaires au Sahel, prennent soudain une dimension maritime. La souveraineté n'est plus cantonnée aux frontières nationales, elle se prolonge sur l'eau. La question centrale devient alors évidente. S'agit-il d'une parenthèse tactique ou du premier acte d'une reconfiguration durable de l'ordre mondial? Dans cette séquence accélérée,
une figure sert de fil conducteur. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un stratège naval classique, mais comme un traducteur entre deux espaces longtemps dissociés, la terre enclavée du Sahel et l'horizon maritime global. Son rôle n'est pas d'ordonner des manœuvres en mer, mais de donner une cohérence politique à des gestes dispersés en reliant la sécurité des routes commerciales à la dignité vécue au quotidien. Les images venues de Simonstown sont révélatrices. Là où d'autres voient des pavillons étrangers et des exercices techniques, Traoré lie une continuité avec la résistance sahélienne. La mer cesse d'être un décor lointain pour devenir une extension logique de la lutte pour l'autonomie. Cette lecture change immédiatement la perception des événements. Ce qui semblait abstrait devient concret, presque intime. L'impact initial se mesure d'abord dans le discours. Autour de lui, des conseillers évoquent les risques classiques: sanctions, isolement diplomatique, représailles économiques. Traoré ne les nie pas, mais les replace dans un calcul plus large. Un pays qui ne protège pas ses voies d'échange, même lointaines, reste structurellement vulnérable, quelle que soit sa capacité de résistance intérieure. Cette approche commence à circuler. À Bamako, Lusaka ou Windhoek, l'idée que la souveraineté puisse se jouer aussi sur l'eau gagne du terrain. Sans annonce formelle, un imaginaire commun se forme, reliant ports, corridors et ressources. Le basculement n'est pas encore institutionnalisé, mais il produit déjà un effet tangible. Il redéfinit ce que signifie agir face à un ordre perçu comme contraignant. L'enjeu immédiat n'est donc pas la puissance, mais la cohérence entre parole et réalité. Et c'est précisément cette cohérence naissante qui explique pourquoi la séquence suivante devient inévitable. Avant janvier 2026, la mer restait en arrière-plan du débat sahélien. Les discussions portaient sur la sécurité intérieure, les frontières terrestres, les alliances régionales. Les routes maritimes étaient évoquées comme une contrainte lointaine, subie plus que choisie. Puis, en l'espace de quelques jours, cette hiérarchie s'est inversée. Ce qui était périphérique est devenu central et ce basculement s'est produit selon une séquence lisible. Le déclencheur survient à la veille du 3 janvier. Des informations font état d'un projet d'attentat visant le cœur du pouvoir à Ouagadougou, combiné à une tentative de sabotage d'infrastructures liées aux drones. L'objectif supposé est classique: décapiter le commandement, créer un choc, ouvrir la voie à une intervention extérieure. Pourtant, l'opération échoue avant même d'entrer dans sa phase visible. La fuite de l'information provoque une réaction inattendue, non militaire mais populaire. La montée en tension est brève et spectaculaire. Dans les rues, des rassemblements spontanés prennent forme. Femmes, jeunes, travailleurs, tous convergent vers les lieux symboliques du pouvoir. Ibrahim Traoré apparaît sans discours, sans mise en scène. Le silence qui s'installe vaut plus qu'une allocution. En quelques minutes, la tentative de coup de force s'effondre, le centre de gravité bascule. La légitimité ne vient plus de l'arme, mais de la présence collective. Au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres, la séquence maritime atteint son pic. Les manœuvres Will for Peace 2026 entrent dans leur phase la plus visible. Destroyers, corvettes et frégates de différentes origines opèrent de concert dans l'Atlantique Sud. L'image est puissante non par sa violence mais par sa coordination. Chaque navire devient un maillon d'une chaîne logistique et symbolique qui affirme la capacité du Sud à agir ensemble. La simultanéité produit un effet de résonance. Deux scènes, deux espaces, mais une même impulsion: reprendre possession du destin. Ce n'est pas un hasard si les discours officiels parlent encore de coopération et de paix. Derrière ces formules, une rupture s'opère.
Le contrôle des routes maritimes apparaît désormais comme le prolongement naturel des luttes terrestres. Les répliques ne tardent pas. Dans les chancelleries occidentales, le vocabulaire change subtilement. On évoque des risques d'instabilité, des inquiétudes pour le commerce, des précédents dangereux. Sur les marchés, les acteurs du fret maritime commencent à ajuster leurs anticipations. Les routes autrefois considérées comme acquises sont soudain perçues comme disputées. Pour Traoré, cette succession d'événements confirme une intuition ancienne. La souveraineté ne se décrète pas, elle se sécurise. La terre et la mer cessent d'être deux théâtres séparés. Elles deviennent les faces d'un même rapport de force. Après cette séquence, il n'est plus possible de revenir à l'avant. Le débat n'est plus de savoir si le changement est réel, mais jusqu'où il peut aller. Au départ, le point de référence est simple. Les exercices navals conjoints menés dans l'Atlantique Sud par des puissances non occidentales restaient marginaux et symboliques. En 2026, la situation change nettement avec un tonnage cumulé supérieur à 350 000 tonnes engagées par les flottes du BRICS Plus lors des manœuvres Will for Peace, soit près du double des exercices comparables organisés 5 ans plus tôt. Ce passage d'un seuil à un autre marque un changement d'échelle plus qu'un simple effet d'annonce. Ce premier indicateur ne prend son sens qu'en relation avec un second. Selon les données compilées par des instituts maritimes africains, la part de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a progressé de 47% en un an. Cette évolution n'est pas linéaire. Elle traduit une accélération concentrée sur une période courte, signe que plusieurs décisions ont convergé simultanément. Autrement dit, la mer n'est plus seulement fréquentée différemment, elle est structurée autrement. Un troisième chiffre éclaire la portée économique de cette dynamique. Dans le sillage de ces initiatives maritimes, la part des transactions sud-sud réalisées en devises locales a augmenté de 28%. Ce déplacement monétaire réduit mécaniquement l'exposition aux sanctions et aux coûts de change imposés par les circuits dominants. Chaque pourcentage gagné correspond à une marge de manœuvre supplémentaire pour des économies longtemps dépendantes de centres financiers éloignés. Pris isolément, ces chiffres pourraient sembler abstraits. Ensemble, ils dessinent une chaîne cohérente. L'augmentation du tonnage traduit une capacité matérielle accrue. La hausse de la présence non occidentale dans les couloirs atlantiques indique une continuité opérationnelle. Le déplacement des flux monétaires révèle enfin une traduction économique concrète. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un système en construction. C'est précisément ainsi qu'Ibrahim Traoré lit ces données. Il ne les utilise pas pour prouver une supériorité militaire, mais pour documenter une capacité à tenir dans la durée. Pour lui, un corridor maritime sécurisé ne vaut pas par sa puissance de feu, mais par sa régularité et sa fiabilité. Si les routes fonctionnent, les échanges suivent. Si les échanges suivent, l'autonomie devient praticable. Les critiques occidentales se concentrent souvent sur ce qu'il manque encore. Technologie de pointe, réseau d'assurance, infrastructure complète. Pourtant, les chiffres montrent un autre mouvement plus discret. La dépendance ne disparaît pas brutalement, elle se déplace. Une partie des fonctions jadis monopolisées par le Nord est progressivement assumée par des partenariats alternatifs, redessinant les équilibres sans rupture spectaculaire. La question qui se pose alors n'est plus de savoir si ces données sont impressionnantes, mais si elles sont soutenables. Peuvent-elles résister aux pressions diplomatiques, aux contraintes logistiques et aux chocs économiques? C'est à ce point précis que le débat quitte le terrain des chiffres pour entrer dans celui des choix politiques à venir. Les critiques les plus structurées venues des cercles occidentaux reposent sur deux arguments principaux.
Le premier est quantitatif. Les flottes s'engager lors des manœuvres du Sud restent, selon eux, sans commune mesure avec la capacité globale des marines de l'OTAN. En nombre de bâtiments, en capacité de projection lointaine et en supériorité technologique, l'avantage resterait clairement du côté du Nord. À leurs yeux, les images de Simonstown relèvent davantage de la mise en scène que d'un réel basculement stratégique. Le second argument est économique. Même si des corridors alternatifs émergent, ils dépendraient encore largement des technologies, des assurances et des infrastructures financières occidentales. Sans accès durable et libre à ces leviers, la dynamique actuelle serait condamnée à s'essouffler sous la pression combinée des sanctions, des coûts logistiques et de l'instabilité politique. Autrement dit, la souveraineté maritime du Sud ne serait qu'une parenthèse, tolérée tant qu'elle ne menace pas frontalement l'ordre existant. Ces objections ne sont pas dénuées de fondement. Elles décrivent correctement un état de force hérité de plusieurs décennies. Cependant, elles manquent le cœur du changement en cours. La réponse portée par des acteurs comme Ibrahim Traoré ne vise pas la parité militaire globale. Elle s'inscrit sur un autre plan, celui de la suffisance stratégique. L'objectif n'est pas de dominer les mers, mais de sécuriser des routes précises, vitales pour l'économie et la cohésion politique. Les données disponibles appuient cette lecture. La coordination opérationnelle observée lors des 26 manœuvres conjointes montre une montée en compétences collectives, même avec des moyens limités. Par ailleurs, la diversification des fournisseurs technologiques, notamment asiatiques, réduit progressivement certaines dépendances critiques. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'un déplacement graduel des points d'appui. En ce sens, la critique occidentale résonne encore en termes de supériorité absolue, là où la dynamique actuelle privilégie la résilience et la continuité. Un corridor qui fonctionne imparfaitement mais régulièrement peut avoir plus d'impact qu'un système théoriquement dominant mais politiquement contraignant. La question devient alors moins celle de la force maximale que celle de la durée. Reste à savoir si cette logique de suffisance peut tenir face à des pressions accrues et à des tentatives de fragmentation. C'est ce point de tension que révèle la séquence suivante. Jusqu'ici, la lecture dominante opposait puissance navale et ferveur populaire comme deux registres distincts. Le point de bascule intervient lorsque ces deux dynamiques se rejoignent sur un terrain moins spectaculaire mais plus déterminant, la logistique. Ce n'est pas la présence des navires en elle-même qui change la donne, mais la capacité à faire circuler, protéger et synchroniser des flux sur la durée. À ce stade du récit, une nouvelle grille de lecture s'impose. Les manœuvres de 2026 ne cherchent pas à impressionner par la force, mais à tester une architecture. Coordination des escortes, partage de renseignements, continuité des approvisionnements. Chaque exercice sert de répétition générale à un système appelé à fonctionner hors période de crise. La mer devient un espace de maintenance du réel, pas seulement de démonstration. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation est centrale. Elle explique pourquoi la souveraineté ne se joue plus uniquement dans les capitales ou sur les lignes de front terrestres, mais dans la capacité à tenir des routes ordinaires jour après jour. Une cargaison qui arrive à temps pèse parfois plus qu'un discours victorieux. Ce changement de focale modifie aussi la perception du risque. La confrontation directe perd de son importance au profit d'une compétition silencieuse, faite de fiabilité et d'endurance. Ceux qui maîtrisent ces paramètres façonnent les règles sans avoir besoin de les proclamer. À partir de ce point, les conséquences cessent d'en être abstraites. Elles commencent à toucher des acteurs précis, dans des secteurs concrets avec des effets mesurables. C'est là que le basculement devient tangible. Les effets de ce basculement deviennent visibles lorsqu'on observe ses retombées sur quatre groupes distincts. Pour les États,
D'abord, la sécurisation partielle des corridors maritimes modifie la marge diplomatique. Le Burkina Faso, soutenu par des partenaires du BRICS élargi, consolide une position de pivot idéologique. Les invitations adressées à Ibrahim Traoré à Johannesburg puis à Téhéran illustrent cette reconnaissance croissante. Il ne s'agit pas d'alliances formelles, mais d'un réseau de coopération suffisante pour contourner certaines contraintes, notamment financières, sans rompre officiellement avec l'ordre existant. Pour les entreprises, ensuite, l'impact est plus direct. L'ouverture de routes maritimes protégées entraîne une baisse des coûts de transport estimée à 15% pour certaines chaînes logistiques régionales. Des sociétés minières locales, longtemps liées à des contrats déséquilibrés, renégocient leurs concessions. Dans plusieurs cas, la part des revenus d'exploitation conservés localement dépasse désormais 40%, contre environ 10% auparavant. Cette évolution n'est pas uniforme, mais elle introduit une concurrence nouvelle dans des secteurs jusque-là verrouillés. Du côté des populations, les conséquences sont ambivalentes. La perception d'une souveraineté retrouvée nourrit un sentiment de dignité et de participation collective. Dans les rues de Ouagadougou, les slogans se transforment en refrains et la figure de Traoré est souvent décrite comme celle d'un gardien du réel. Toutefois, cette fierté s'accompagne de coûts immédiats. L'inflation, les tensions sur certaines importations et les menaces de blocus énergétique rappellent que l'autonomie logistique ne supprime pas instantanément la vulnérabilité économique. Le gain est symbolique et politique avant d'être pleinement matériel. À l'échelle de la région, enfin, l'effet d'entraînement est perceptible. Au Sénégal, au Togo ou en Namibie, des mouvements citoyens s'organisent autour de l'idée que la souveraineté économique peut s'étendre jusqu'à la mer. Les ports ne sont plus vus comme de simples points de passage, mais comme des leviers stratégiques. Cette diffusion régionale renforce la cohérence du projet, tout en exposant ses fragilités. Plus le réseau s'élargit, plus il devient sensible aux pressions extérieures et aux divergences internes. Ces conséquences montrent que le basculement n'est ni abstrait ni uniforme. Il redistribue des opportunités, crée de nouvelles tensions et oblige chaque acteur à arbitrer entre gains immédiats et risques différés. La question n'est plus de savoir si le changement est réel, mais comment il peut être stabilisé sans se retourner contre ceux qui l'ont initié. À l'horizon d'un an, l'évolution de cette dynamique peut suivre trois trajectoires plausibles, sans qu'aucune ne s'impose mécaniquement. Le scénario de base prolonge la tendance actuelle. Les exercices navals du BRICS élargi se maintiennent sous un format élargi mais prudent. L'Afrique du Sud accueille un nouveau sommet maritime, tandis que les corridors sécurisés s'étendent progressivement vers l'océan Indien. Les tensions diplomatiques avec Washington persistent, mais restent contenues dans un registre rhétorique. Le Burkina Faso consolide son rôle de pivot idéologique. Ibrahim Traoré s'impose comme une figure régionale, plus médiateur que provocateur. La stabilité demeure relative mais suffisante pour ancrer les pratiques. Dans le scénario optimiste, la dynamique multipolaire s'accélère. De nouveaux États rejoignent la coalition maritime, notamment l'Angola et l'Indonésie, apportant des ressources et des routes complémentaires. L'Union africaine, jusque-là prudente, adopte un cadre légal reconnaissant une forme de souveraineté maritime partagée. Cette reconnaissance institutionnelle réduit l'incertitude juridique, stimule l'investissement et renforce la confiance des marchés du Sud. Les flux commerciaux gagnent en prévisibilité et l'effet d'entraînement stabilise les économies les plus exposées. La coopération devient un fait accompli plus qu'un pari politique. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur une réaction plus dure des anciennes puissances. Des sanctions financières ciblées se multiplient,
Les lignes d'approvisionnement se tendent et les manœuvres du Sud sont qualifiées de militarisation déguisée. Une campagne d'influence cherche à isoler Traoré, présenté comme un agitateur solitaire. Sous cette pression, la cohésion interne du bloc se fragilise. Certains partenaires privilégient un repli national pour limiter les coûts immédiats, affaiblissant la logique collective. La souveraineté maritime reste alors incomplète, exposée aux chocs externes. Entre ces trois voies, la réalité naviguera probablement à vue comme un navire pris entre deux courants. Aucun scénario n'est figé. La variable décisive n'est pas la démonstration de force, mais la capacité à maintenir des règles du jeu lisibles malgré les pressions. La question clé devient donc conditionnelle. Si la coordination tient, l'élan se structure. Si elle se fissure, le basculement reste inachevé. À ce stade, le basculement géopolitique cesse d'être une abstraction lointaine et commence à toucher des expériences familières. Pour une partie du public, ces transformations se traduisent par des variations de prix, des délais d'approvisionnement plus incertains ou, au contraire, de nouvelles opportunités commerciales. Ce qui se joue sur les routes maritimes finit toujours par se refléter dans les marchés, les entreprises locales et le pouvoir d'achat. Pour d'autres, l'enjeu est davantage symbolique. Voir des États longtemps considérés comme périphériques agir collectivement modifie la perception de ce qui est possible. La souveraineté n'apparaît plus comme un concept réservé aux grandes puissances, mais comme un processus graduel fait de décisions concrètes et parfois coûteuses. Cette relecture peut susciter de l'adhésion, mais aussi de l'inquiétude face au risque de fragmentation ou d'instabilité. Il existe aussi une dimension plus discrète, souvent négligée. Lorsque les règles du commerce et de la logistique évoluent, les marges de manœuvre individuelles changent, elles aussi. Entrepreneurs, travailleurs portuaires, consommateurs, chacun se retrouve indirectement exposé à des choix stratégiques pris loin de son quotidien. Comprendre ces mécanismes permet de mieux anticiper les effets secondaires, positifs ou négatifs, plutôt que de les subir. Deux attitudes se dessinent alors. La première consiste à considérer ces évolutions comme un affrontement binaire avec des gagnants et des perdants clairement identifiés. La seconde, plus nuancée, invite à y voir une période de transition où les équilibres se cherchent encore. Dans ce cadre, l'information devient un outil de protection. Savoir pourquoi une décision est prise aide à en mesurer les conséquences réelles. Ce lien entre géopolitique et vie ordinaire rappelle une évidence souvent oubliée. Les grandes recompositions ne prennent sens que par leurs effets cumulés sur les individus. C'est à cette échelle que se joue, en silence, l'acceptation ou le rejet des trajectoires à venir. À ce stade, la question n'est plus celle de l'intention, mais de la méthode. Une trajectoire crédible se dessine autour de quelques étapes identifiables, souvent évoquées dans les cercles proches d'Ibrahim Traoré, sans être formalisées comme un plan rigide. La première consiste à consolider les routes maritimes sécurisées. Les manœuvres ponctuelles doivent évoluer vers un mécanisme permanent de veille, de secours et d'escorte, placé sous un mandat multilatéral africain afin de limiter les accusations de militarisation unilatérale. La deuxième étape vise à former les compétences. La création d'une école maritime régionale reliant les académies du Cap, de Luanda et de Dakar permettrait de former des officiers, des ingénieurs et des logisticiens capables de défendre les routes, mais aussi de gérer le commerce. Sans capital humain, la souveraineté reste théorique. Cette formation est pensée comme un investissement de long terme, non comme une réponse d'urgence. Vient ensuite l'institutionnalisation des règles économiques. La charte des ressources souveraines proposée par Traoré repose sur un principe simple. Toute ressource extraite, terrestre ou maritime, doit rester majoritairement détenue par ses citoyens.
Ce cadre vise à réduire l'asymétrie contractuelle sans rompre brutalement avec les partenaires existants. Une quatrième étape concerne la circulation de l'information. La mise en place d'un réseau de communication sud-sud permettrait de partager données, innovations et signaux d'alerte logistique en dehors des filtres médiatiques dominants. Enfin, un dispositif d'évaluation continue mesurerait les coûts, les gains et les risques afin d'ajuster la trajectoire sans dogmatisme. Cette feuille de route ne promet ni rapidité ni absence de tension. Elle propose autre chose, une cohérence entre le rêve affiché et les instruments concrets nécessaires pour le rendre praticable. Le fil du récit revient alors à des images simples, presque silencieuses. Un port africain au crépuscule, des conteneurs hissés lentement sous une lumière orangée, des pêcheurs qui voient passer des navires non plus comme des surveillants, mais comme des protecteurs. Ces scènes ordinaires condensent ce que des discours peinent parfois à exprimer, une sensation diffuse que quelque chose s'est déplacé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un héros providentiel, ni comme un stratège isolé. Il est plutôt le témoin d'un passage, celui d'une idée longtemps abstraite qui commence à prendre corps. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une pratique, imparfaite mais visible. Elle se mesure moins à la force exhibée qu'à la continuité des gestes, jour après jour. Le rappel émotionnel fonctionne précisément parce qu'il reste fragile. Les coupures d'électricité, la hausse des prix, les tensions régionales n'ont pas disparu. Elles rappellent que la dignité collective se construit dans la durée et au prix de compromis difficiles. Pourtant, malgré ces contraintes, le regard a changé. Le Nord n'est plus l'unique horizon de référence. Ce déplacement du regard est peut-être l'héritage le plus durable de la séquence de 2026. Quand une population commence à se percevoir comme actrice d'un système et non comme simple bénéficiaire ou victime, le retour en arrière devient difficile. La souveraineté n'est pas achevée, mais elle est désormais pensable. La séquence s'achève sans triomphe ni certitude définitive. La mer, longtemps perçue comme une distance, devient un espace de convergence où se croisent intérêts, risques et responsabilités partagées. Ce qui s'est joué en 2026 ne ferme pas un cycle. Il en ouvre un autre, plus exigeant, où la coopération devient une forme de vigilance collective plutôt qu'un simple mot d'ordre. Dans ce cadre, la question essentielle n'est pas de désigner un camp à soutenir, mais de réfléchir à la part du monde que chacun souhaite voir protégée. Les routes maritimes ne sont pas seulement des lignes sur une carte, elles structurent des vies, des économies et des équilibres sociaux. Leur sécurisation pose donc un problème éthique autant que stratégique. L'appel est volontairement modeste. Observez ces transformations avec attention, interrogez les chiffres, écoutez les récits sans les absolutiser. La trajectoire initiée par Ibrahim Traoré invite moins à l'adhésion aveugle qu'à une responsabilité partagée, celle de comprendre avant de juger et de mesurer les conséquences avant de choisir. À l'heure où aucun océan n'appartient plus à un seul maître, une interrogation demeure ouverte. Si la souveraineté devient collective ou ne devient pas, comment chacun peut-il contribuer à ce qu'elle ne se transforme pas en nouveau motif de domination?